Bienvenue dans ce 3e épisode. Et aujourd'hui, nous restons à Fougères pour y découvrir un autre grand youtubeur. Lui aussi connu à l'international, et il aura en plus marqué à lui seul une génération tout entière d'airsofters. Je m'appelle Sébastien, ça c'est mon vrai prénom. J'ai 35 ans. Et Canseb, d'où ça vient, donc c'est un pseudonyme que j'ai inventé quand j'étais tout petit. L'anecdote, donc c'était à l'époque je jouais à Diablo, le premier Diablo sur Battle.net, et j'avais besoin d'un pseudonyme. Et à cette époque-là, mes parents m'avaient abonné à une revue hebdomadaire qui s'appelait Robin des Bois et les Châteaux Forts, je crois. Un jour, je suis tombé sur l'exemplaire qui parlait de Gengis Khan, le fameux empereur, je crois qu'il est empereur, peut-être, donc qui était à la tête de, du coup, on va dire, l'Empire de Mongolie, qui, je crois, encore à l'heure actuelle, a le record du monde du plus grand empire en termes de surface, vu que ça allait de, je crois, de vraiment l'Asie de l'Est jusqu'aux portes de l'Europe, peut-être, un truc comme ça. Me citez pas là-dessus, hein, je suis pas totalement certain, mais voilà, c'était gros empire. J'aimais bien le mot Khan, je trouvais que ça sonnait bien, et donc au tout début, mon pseudonyme c'était Seb Khan, pour faire Gengis Khan, et puis je me suis dit qu'en inversant, ça sonnait mieux, Canseb, je trouvais que ça sonnait mieux. Donc très rapidement, c'est devenu mon pseudo, notamment sur Battle.net. C'est mon pseudo qui m'a suivi sur toute ma vie de joueur, sur Counter-Strike, sur World of Warcraft, entre autres choses. Et quand je me suis inscrit sur YouTube, j'ai mis mon pseudo, Canseb, et me voilà, quoi. Alors, l'airsoft, ça dépend de ce qu'on entend par airsoft. Quand j'étais gamin, certainement comme tous les gamins du monde, j'ai eu mon lot de petits springs en plastique qui tiraient les billes jaunes, où on voit la ligne qui permet de coller les deux demi-sphères de billes. Enfin, vous voyez de quelles billes je parle, quoi, les billes de très très mauvaise qualité. Donc ça, bon, j'ai connu ça quand j'étais tout petit, comme tout le monde. Mais l'airsoft vraiment tel que nous pourrions en parler, j'ai découvert ça au tout début des années 2000 sur Internet. À l'époque, il y avait une équipe française qui s'appelait la Frenchy Airsoft, et ils avaient un site internet qui, surtout par rapport aux standards de l'époque, ils avaient un site qui était extrêmement bien fait, notamment en termes de forme, on va dire. Ils sortaient des petites vidéos de temps en temps, donc là encore, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'était à une époque où il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Ils sortaient une vidéo genre tous les 6 mois, à chaque fois c'était un petit événement. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'airsoft, c'est-à-dire c'est comme ça que j'ai découvert qu'il existait une activité qui s'appelle l'airsoft et qui, grosso modo, consiste à avoir 2 équipes de joueurs qui se tirent dessus avec des répliques d'armes à feu qui tirent des billes en plastique. Donc c'était au tout début des années 2000, moi j'étais pas majeur encore à cette époque-là, j'ai attendu patiemment ma majorité. Et c'est quand je suis devenu majeur que j'ai acheté ma première réplique, ensuite dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à trouver des associations d'airsoft dans mon coin qui faisaient d'airsoft effectivement. Mais voilà, à la base, comment j'ai découvert l'airsoft, c'est vraiment grâce à la Frenchy Airsoft sur Internet. Alors ma toute première réplique, là encore une fois, si on met de côté les répliques extrêmement cheap qu'on peut avoir en les achetant sur les marchés, sur les trucs comme ça, donc la première réplique que j'ai achetée littéralement le jour de mes 18 ans, j'avais économisé de longues années pour ça. C'était donc dans une armurerie de ma ville natale, et c'était un Beretta Tactical Master Tokyo Marui. Donc c'était un GBB. Et c'est une réplique que j'ai beaucoup aimée, que j'ai payé beaucoup trop cher évidemment, puisque dans une armurerie, bon, tu payes un tarot qui était quand même très très important. Ce qu'elle est devenue, je l'ai revendue certainement à un moment donné. Je regrette un petit peu de l'avoir vendue, ça serait rigolo de l'avoir encore à l'heure actuelle, mais c'est très très révélateur de la façon que j'ai eu d'avoir des répliques au cours de ma vie, quoi. Toute ma vie, j'ai acheté des répliques, je me suis amusé avec, je les ai revendues pour acheter des nouvelles répliques et ainsi de suite. Même encore aujourd'hui, il y a très peu de répliques que je possède depuis vraiment vraiment longtemps en réalité. Te souviens-tu de ta première partie d'airsoft et comment ça s'est passé? Alors, je vais encore pinailler. Tout dépend de ce qu'on appelle la première partie d'airsoft, parce que entre la première fois où je suis allé dans la forêt de façon plus ou moins légale avec une paire de potes pour qu'on se tire dessus, et la première fois où j'ai été dans une vraie partie en association et tout, il s'est quand même passé un petit peu de temps également. Mais pour parler du coup de ma vraie première partie en association, je m'en rappelle bien. C'était dans une carrière de craie. Et c'était un théâtre qui était un peu bizarre, parce qu'en gros, donc faut imaginer la carrière de craie qui était un grand espace ouvert avec une espèce de falaise, et qui était entouré de végétation.
Et j'ai plutôt un mauvais souvenir de cette journée en réalité. Peut-être un peu parce que le terrain était difficile et peut-être un peu parce que l'organisation était pas très sympa vis-à-vis des débutants, on va dire. En gros, c'est simple, ce jour-là, il y avait deux équipes. Il y avait l'équipe des gens qui connaissaient le terrain et l'équipe des gens qui ne connaissaient pas le terrain, en gros. Donc moi, évidemment, j'étais dans l'équipe des gens qui ne connaissaient pas le terrain. Et en gros, ma première partie, c'était moi avec mon M4, en train de marcher et de me faire tirer dessus d'un endroit que je n'arrivais pas à localiser. Donc c'était un peu frustrant. Et je me rappelle, mon objectif dans la journée, c'était de me dire, bon, il faut que j'élimine un joueur avant la fin de la partie. Et j'ai réussi à éliminer littéralement un joueur avant la fin de la partie. Mais c'était un peu frustrant, quoi. Quand tu passes de Counter-Strike à ta première partie d'Airsoft, bah, tu te rends compte que c'est plus lent, que réussir à éliminer un joueur, ça peut vraiment être une performance, quoi. C'est pas comme quand tu joues en solo à un FPS où des adversaires, tu vas en aligner des dizaines à la fois. Et surtout, bah, y a ce côté, quand tu joues à un FPS, le skill va être important dans le sens, est-ce que tu vas réussir à viser vite avec ta souris, est-ce que tu vas réussir à bien straffer comme il faut et tout. Dans la réalité, comme c'est beaucoup plus lent, et a fortiori dans un terrain où l'extérieur, quand tu joues en extérieur avec beaucoup de végétation et tout, bah, le plus important ça va être de réussir à se cacher et à tirer au bon moment. C'est-à-dire tu tires pas dès que tu aperçois l'adversaire, tu aperçois l'adversaire, tu essayes d'anticiper ses mouvements, tu restes caché et une fois qu'il est à portée, tu lui tires dessus. Ça, ma première partie d'Airsoft, évidemment, j'étais beaucoup trop excité, j'arrivais pas du tout à faire ça. Ce qui n'était pas le cas de mes adversaires qui du coup étaient extrêmement doués pour simplement attendre le bon moment pour me tirer dessus, quoi. Voilà, première partie assez frustrante, je dois dire, mais ça m'a pas empêché de continuer et d'avoir plus de satisfaction sur mes parties suivantes. Malgré le fait que tu joues beaucoup moins ces dernières années, c'est quoi qui a changé le plus pour toi depuis tes débuts ? Je dirais que lorsque moi j'ai commencé l'Airsoft, c'était vraiment quelque chose qui nécessitait d'être passionné pour se donner les moyens de jouer en fait. Ne serait-ce que pour acheter du matériel. Moi à l'époque où j'ai acheté, à part vite fait des répliques dans les armureries, il n'y avait pas de boutique dédiée à l'Airsoft qui existait. Même les shops en ligne, c'était pas encore quelque chose qui était aussi répandu que maintenant. Et grosso modo, à cette époque-là, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu avec les amis avec qui j'ai commencé l'Airsoft, pour vraiment t'acheter ton premier matériel, il fallait faire une grosse commande en Asie et te partager les frais de port et les frais de douane que tu payais, quoi. Ce qui fait que les gens que tu trouvais sur le terrain, bah, c'est des gens qui vraiment, pareil, avaient vraiment fait l'effort de s'intéresser à l'Airsoft par leurs propres moyens, parce que c'était difficile d'avoir des informations. C'était des gens qui arrivaient sur les forums, parce que c'était la grande époque des forums, là encore, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça. Donc c'était vraiment l'époque où pour jouer à une partie, il fallait connaître des gens qui connaissaient une association. Tu t'inscrivais sur le forum, tu te présentais, tu étais entre guillemets validé par les gens de l'association pour que tu puisses venir jouer sur le terrain et tout. Enfin, c'était vraiment une époque où si tu avais juste envie de venir essayer faire une partie d'Airsoft, c'était compliqué, quoi. Tu ne pouvais pas facilement louer une réplique, tu pouvais éventuellement avoir des potes qui allaient te prêter quelque chose ou quoi, mais voilà, c'était vraiment quelque chose où il fallait se donner les moyens de commencer à jouer. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, et c'est pas une mauvaise chose, c'est beaucoup plus casu qu'avant. C'est-à-dire que tu peux peut-être louer une réplique sur les terrains. Comme c'est l'air de rien beaucoup plus répandu qu'avant, c'est beaucoup plus facile de trouver une asso, c'est beaucoup plus facile de trouver un terrain. Surtout qu'il existe des entreprises qui organisent des terrains. Alors ça a du bon et du moins bon, on pourrait en parler également. Mais si tu as envie de jouer, c'est beaucoup moins compliqué qu'à une époque. Après, est-ce que le jeu est aussi bien qu'avant? Est-ce que les gens sont aussi fair-play qu'avant? Est-ce que les gens sont aussi passionnés qu'avant, aussi sympathiques qu'avant, etc., etc. Ça se discute, je suppose. Mais pour moi, c'est ça qui a changé, quoi. C'était vraiment un truc très underground, en tout cas de mon point de vue. Et aujourd'hui, alors c'est pas le truc le plus répandu du monde, mais c'est beaucoup plus répandu qu'avant. Ce qui fait que à une époque où il y avait vraiment que des passionnés qui jouent, aujourd'hui, tu as les passionnés d'un côté et les gens pour qui l'Airsoft n'est pas si important que ça finalement, quoi. Et à travers toutes ces années, ça a été quoi le changement le plus impressionnant pour toi? Un truc qui est amusant, c'est que moi j'ai commencé l'Airsoft à une époque où c'est un peu difficile à imaginer aujourd'hui, mais à une époque il y a des modèles qui n'existaient pas. Je me rappelle quand j'ai commencé l'Airsoft, l'AKS74U, ça n'existait pas en Airsoft. Et du coup, c'était le Saint Graal de tous les russophiles qui se disaient waouh, l'AKS74U, c'est. Parce qu'évidemment, un truc qu'on ne peut pas avoir, ça devient automatiquement quelque chose qui est très enviable. Et il y avait, à l'époque où moi j'ai commencé l'Airsoft, il y avait énormément d'exemples comme ça. Genre les
Les répliques de mitrailleuses, genre la M249, la M60, les trucs comme ça, c'est pareil. À une époque, je dirais pas que ça n'existait pas, mais c'était des répliques extrêmement rares et qui coûtaient extrêmement cher. Je me rappelle de la marque Top, une marque japonaise, je ne sais même pas si elle existe encore à l'heure actuelle, mais à une époque, si tu voulais une réplique de M60 ou de M249, tu devais acheter ça, tu n'avais pas le choix. Quoi d'autre? J'ai connu l'invention des GBBR. Genre, quand j'ai commencé l'Airsoft, les GBBR n'existaient pas. Tu avais les répliques de points à gaz, tu avais genre les très vieux modèles à gaz qui fonctionnaient avec un système HPA, de l'air comprimé et tout, mais genre un GBBR dans le sens où tu mets le gaz dans le chargeur et tu mets le chargeur dans la réplique directement. Je veux pas dire de bêtises, mais vraiment au début des années 2000, ça n'existait pas, ou en tout cas c'était vraiment pas le truc qui était aussi répandu qu'à l'heure actuelle. Donc c'est clair que d'un point de vue technologique, en dépit du fait que toutes les marques ne proposent pas des trucs qui technologiquement sont très avancés à l'heure actuelle, clairement en 15 ans, en 20 ans, il y a eu des bons qui ont été faits de ce point de vue-là, qui ont été assez impressionnants. Ouais. Quand tu joues, est-ce qu'il y a un style de jeu que tu préfères à un autre, et quel est-il? Alors pour moi, ça rejoint pas mal en fait le type de terrain sur lequel on va jouer. Et j'en parlais tout à l'heure. Donc la toute première partie que j'ai faite, c'était sur un terrain que j'ai envie de qualifier de forêt. Donc c'est quoi un terrain forêt? C'est un terrain où en gros l'essentiel de l'action se fait dans la nature, avec des arbres, avec peut-être des fossés, des collines, des machins comme ça. Ensuite, il y a ce que j'ai envie d'appeler le terrain urbain, où là l'essentiel de l'action, ça va pas forcément se faire dans des bâtiments, mais je dirais plutôt entre des bâtiments. La dernière partie d'Airsoft que j'ai fait littéralement, donc sur le fameux terrain le terrain d'entraînement de Saint-Cyr, pour moi ça c'est un terrain urbain, c'est vraiment des petits bâtiments un peu éloignés les uns des autres. Et ensuite il y a le CQB, où là l'essentiel de l'action ça va se faire à l'intérieur des bâtiments. Moi ce que je préfère c'est plutôt les terrains urbains, les terrains CQB d'une façon générale. J'aime mieux l'airsoft quand ça se passe à relativement courte distance, parce que je trouve que l'airsoft au-delà de 30-40 mètres ça commence à devenir un peu frustrant, parce que les billes allant à la vitesse à laquelle elles vont, si tu tires sur quelqu'un qui est à 40 mètres et qu'il est au courant qu'il te tire dessus, il a le temps d'esquiver, plus ou moins. De la même façon, quand on commence à arriver à 50, 60, 70 mètres, c'est des moments où il va vraiment y avoir un grand delta entre les gens qui ont une réplique bien upgradée, bien optimisée, et les petits débutants qui vont venir avec leur réplique en sortie de boîte, avec le hop-up à peine réglé. Et je trouve que du coup en CQB, ça permet de lisser un peu ces problèmes, dans le sens où si tu tires sur quelqu'un qui est à 10-15 mètres, il n'y a pas le temps d'esquiver la bille. Et même si tu as une réplique qui coûte pas cher, ou même si tu as une réplique où le hop-up n'est pas très bien réglé, si le type sur lequel tu tires est à 15 mètres, ça ne va pas changer grand chose. C'est pour ça que je trouve que les terrains urbains, les terrains en CQB, c'est un peu plus nerveux, et ça a tendance à moins donner d'importance à la réplique elle-même. Et ça, je trouve que c'est assez positif. Il y a aussi le fait que moi, personnellement, je ne suis pas très fan de tout ce qui est camouflage, de tout ce qui est peut-être embuscade, ce genre de choses. J'aime mieux le côté nerveux, des engagements proches, que ce soit sur les terrains urbains ou sur le CQB. Est-ce que tu as une réplique fétiche ou un type de réplique que tu apprécies plus que d'autres? La fameuse question à $1 million. On m'a posé la question 500 fois dans ma vie d'airsofter, 500 fois j'ai donné une réponse différente. Ça dépend un peu des terrains sur lesquels je vais, ça dépend un peu des gens avec qui je joue. Je me rappelle au début des années 2010, c'était peut-être en 2012, j'avais participé à une OP dans l'est de la France, je crois que c'était en Alsace. Et c'était une OP GBBR only. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs en réalité. C'est un peu bizarre, mais le fait d'avoir une réplique qui est limitante, si je puis dire, ça ouvre certaines perspectives en fait. Et quand tu joues avec un GBBR, tu peux pas avoiner de fou parce que tu vas finir par dégazer. De toute façon, tu vas avoir genre 30-40 billes dans ton chargeur, donc tu vas pas pouvoir avoiner énormément non plus. Et l'avantage c'est que tu peux aller à une dominicale normale avec un GBBR, mais tu sais pertinemment que tu vas être handicapé. Parce que tu vas moins pouvoir avoiner, tu auras moins de billes, que ce soit dans ton chargeur ou en tout sur toi, etc. Et moi, pour le coup, je trouve que l'airsoft devient plus intéressant quand tu as des règles qui font que tu es un peu plus limité, quoi. Moi, j'aime bien recharger, et encore faut-il avoir une réplique qui te force, entre guillemets, à recharger. J'aime bien avoir un emport de billes limité, parce que ça permet de débloquer certaines situations. Il y a des moments où tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser 10-15 billes pour permettre à tel allié de pouvoir contourner, de faire des tirs de couverture, des trucs comme ça. Bref,
je pars dans tous les sens pour répondre à la question de base. J'aime beaucoup le jeu au GBBR. Le problème étant de réussir à trouver des gens avec qui partager ce jeu au GBBR. Et il faut reconnaître qu'on vit encore à une époque où l'AEG est le roi du terrain. Et on a eu beaucoup d'émergence du HPA aussi dernièrement. Et alors j'ai rien contre les joueurs qui aiment le HPA, moi c'est pas mon cas, parce que typiquement le HPA c'est plus quelque chose qui va, de mon point de vue, hein, je dis pas que c'est forcément ça le cas, mais quand tu joues au HPA c'est que tu vas plus t'intéresser à tes performances que à tes sensations de jeu ou à la beauté du jeu avec des traits ennemis. Alors c'est extrêmement condescendant de ma part, hein, je veux juger personne vraiment, mais je trouve en fait par exemple, si tu as un M4, un HPA avec un silencieux qui est réglé au poil de fion, aux petits oignons et tout, tu vas avoir une très très bonne portée, tu vas avoir une très très bonne précision, une très très bonne réactivité, tu vas avoir des tas de billes dans ton chargeur, tu vas être très silencieux avec un HPA aussi. Et on en arrive à un point où je trouve ça juste un peu genre un peu gros bill quoi, tu sais, enfin à un moment donné, c'est pas comme ça que moi j'envisage l'airsoft. Moi, dans ma vision de l'airsoft, le fait d'avoir certains avantages, ça veut dire en quelque sorte d'avoir certains inconvénients. Et par exemple, si tu tires avec une réplique de fusil d'assaut, je considère que tu ne devrais pas être silencieux en fait. Pour moi, le fait de pouvoir tirer en étant silencieux, ça devrait être un privilège réservé à ceux qui ont des snipes à verrou, par exemple. Pourquoi? Parce que lui-même, il va avoir ses propres avantages et ses propres défauts. Le snipe à verrou, alors s'il est bien upgradé et tout, il va avoir une bonne portée, une bonne précision, éventuellement beaucoup de silence si pareil la réplique est faite pour ça, mais le mec, il va pas pouvoir tirer vite, manifestement, puisqu'il a besoin de réarmer à chaque coup, il va pas avoir 200 billes dans son chargeur, il va pas pouvoir faire des tirs de couverture, des machins comme ça. Et moi j'aime bien ce côté un peu à la Battlefield, où le fait d'avoir une réplique, ça te donne un rôle sur le terrain. Et ce rôle, c'est des avantages et des inconvénients. Et finalement, c'est le fait d'avoir des avantages et des inconvénients qui permettent d'avoir des situations de jeu que je trouve intéressantes et qui permettent à la fin de la journée d'avoir des parties qui sont intéressantes, quoi. Et du coup, c'était quoi la question d'origine? C'était, oui, la réplique préférée. Voilà, j'ai envie de répondre le GBBR, là tout de suite. Et si je dois choisir une seule réplique, mettons le M4 Marui, qui est un GBBR qui fonctionne très bien d'origine, qui n'est pas trop puissant d'origine, qui a des performances tout à fait correctes d'origine. Donc pour se lancer dans le GBBR, je pense que ça peut être un très bon choix. C'est quoi qui t'intéresse le plus dans une réplique d'airsoft? Alors moi, je suis vraiment venu à l'airsoft à la base parce que j'aime les armes à feu avant tout. Et donc ce qui m'intéresse le plus dans une réplique, c'est vraiment le côté réaliste. Alors ça veut dire quoi réaliste? Ça peut être réaliste dans le sens de l'apparence, mais ça peut aussi être réaliste dans le sens de la manipulation. Et on en parlait juste avant, l'un des avantages des GBBR, c'est que la manipulation va être très réaliste. C'est l'une des principales choses que j'aime par rapport aux AEG par exemple. Un AEG, tu peux avoir un AEG qui est strictement en termes d'apparence extrêmement réaliste, mais quand tu commences à t'en servir, tu te rends compte que c'est vraiment une espèce de coquille, quoi. Tu prends, je sais pas, une AKM LCT, mettons, qui même sur le plan des matériaux employés est très qualitatif. Tu vas avoir de l'acier, tu vas avoir du bois, ça va peser un certain point et tout. Tu prends le chargeur, ton mid-cap, et tu te rends compte que finalement, bon, c'est une boîte avec un ressort dans lequel tu mets des billes, et effectivement, ça a bien l'apparence d'un chargeur d'AKM et tout, mais in fine, c'est juste, avec des guillemets, un chargeur d'AKM. De la même façon, ta réplique en elle-même, elle a de l'acier, elle a du bois et tout, elle est très jolie, mais in fine, c'est une gearbox autour de laquelle on a mis un décor d'AKM, si je peux dire. Alors, les GBBR, à bien des égards, c'est un petit peu la même chose, sauf que leur fonctionnement fait que tu as nettement plus l'impression d'avoir réellement une arme à feu dans les mains, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends une AKM GBBR, tu as vraiment une culasse qui bouge à chacun de tes tirs, tu as vraiment besoin d'armer la réplique pour pouvoir t'en servir, et ça pour moi c'est un peu le jour et la nuit, quoi. Et surtout, alors ça c'est ma propre façon d'apprécier l'airsoft également, mais autant la plupart des gens, j'imagine que 90% de l'utilisation qu'ils font de leur réplique, ça va être sur le terrain directement, et le reste du temps leur réplique elle va simplement dormir dans une sacoche, dans un placard chez eux. Moi je passe un temps considérable à utiliser mes répliques chez moi en fait, que ce soit à sortir dans mon jardin pour tirer sur une cible, ou même simplement être dans mon bureau et avoir le plaisir de manipuler mes répliques. Là on est littéralement dans mon bureau, donc j'ai un travail qui fait que je suis en télétravail, donc toute la journée je suis dans ce bureau entouré par mes répliques. Il se passe pas une demi-journée sans que je ne prenne une de mes répliques dans mes mains, j'enlève le chargeur, je le mets, j'arme, je tire une bille ou deux dans une cible, quelque chose. Et le fait d'avoir du coup des répliques qui sont réalistes, aussi bien en termes d'apparence qu'en termes de manipulation, ça c'est ce qui moi m'intéresse le plus pour le coup dans une réplique.
Tu en as un peu parlé tout à l'heure, après toutes ces années d'airsoft, as-tu observé un changement chez les joueurs, sur les terrains, comme sur YouTube? Alors, comme tu disais tout à l'heure, moi, ma période de joueur, elle est vraiment derrière moi, quoi. Le moment où j'ai le plus joué à l'airsoft, c'était à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Je dirais grosso modo entre, mettons, 2006 et 2014, quoi. C'est vraiment la période pendant laquelle j'ai le plus joué à l'airsoft. Et ce que j'ai constaté, et j'en parlais un petit peu tout à l'heure effectivement, c'est qu'il fut un temps où l'airsoft c'était vraiment un truc où il fallait être passionné pour jouer, et il y avait peut-être du coup une certaine humilité. Alors je sais pas si humilité c'est vraiment le mot. En fait, je dirais simplement ceci, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui considèrent l'airsoft de la même façon qu'on peut considérer un FPS en ligne, comme Call of Duty ou Battlefield. Et comment dire, un jeu comme Counter-Strike ou Battlefield ou Call of Duty, alors tu vas y jouer en multiplayer sur Internet, mais à bien des égards, même quand tu joues en multiplayer, tu joues tout seul. T'es tout seul chez toi, t'es tout seul derrière ton écran, t'es tout seul à faire tes frags. Le fait est que il y a même des joueurs qui vont considérer que rager, ça fait partie du jeu. Quand tu joues à Call of Duty et tout, il y a des vidéos, littéralement des compilations de vidéos sur ça sur YouTube, où qu'est-ce qui va être marrant, c'est la réaction du mec que tu viens de poutrer et qui va insulter ta mère dans son micro. Bon, moi c'est pas un truc qui m'intéresse. Le problème c'est que je trouve que à un moment donné, on a un peu eu ça en airsoft. J'ai eu l'impression que ça s'est un petit peu importé dans l'airsoft, quoi. Ce côté où on parle très souvent des Highlanders en airsoft, c'est-à-dire les gens qui ne se déclarent pas out quand on les touche avec une bille. Et alors, je suis d'accord pour dire que c'est quelque chose de casse-pied, mais personnellement, c'est pas ce qui me dérange le plus en airsoft. Ce qui me dérange le plus en airsoft, c'est genre le mec que j'élimine et qui se met en colère. Et moi, ça me bousille mon fun, quoi, vraiment. C'est le mec, il est juste super vénère d'avoir perdu. Et le truc, c'est que si lui, il était tout seul, chez lui, derrière son PC et tout, avec son casque, son micro, machin, il rage, à la limite, ça change pas grand-chose à la partie. Moi, je trouve qu'un mec qui rage au milieu d'un gunfight avec 5 joueurs d'un côté, 5 joueurs de l'autre, bah, ça peut rapidement mettre une mauvaise ambiance, quoi. Et quand j'ai fait 1h30 de route dans la journée, que j'ai crapahuté toute la journée pour faire un contournement qui m'a pris un quart d'heure, et que je suis là et que je fais une belle frag et tout, bah, j'ai pas envie de tomber sur un mec énervé, quoi. Et alors je dis pas que c'est le cas partout, et je dis pas forcément que c'était mieux avant, parce que finalement on a toujours eu ça, mais ce côté, les gens qui considèrent l'airsoft exactement de la même façon qu'ils jouent un FPS en ligne, j'ai l'impression que ça a un peu augmenté au fil du temps, et moi en tant que ancien airsofter, si je puis dire, ça me fait regretter peut-être une époque où c'était un peu plus underground et où du coup les gens étaient peut-être un peu plus cool à ce sujet, quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé sur YouTube? Alors, qu'est-ce qui fait que je me suis lancé sur YouTube? Alors, je ne sais même pas si on peut vraiment dire que je me suis lancé sur YouTube. Moi, je me suis inscrit sur YouTube au tout début de l'année 2007, sachant que YouTube, je crois que ça existe depuis peut-être genre 2005, un truc comme ça. Donc, je me suis vraiment inscrit à une époque où YouTube, c'était comment dirais-je... Avoir un compte sur YouTube, c'était un peu comme avoir un compte sur Facebook, quoi. Je me suis inscrit sur YouTube parce que j'avais envie d'avoir un compte YouTube, tout simplement. Je voulais pouvoir noter les vidéos, mettre des commentaires, enregistrer des vidéos dans des playlists, mettre des vidéos en favoris, des trucs comme ça. Après, qu'est-ce qui fait que j'ai commencé à faire des vidéos? Il y a pas mal de raisons différentes. Une première raison, c'est tout simplement que c'était une façon pratique de montrer à mes copains les nouvelles répliques que j'achetais. Parce que bon, à l'époque, faire une vidéo pour moi c'était extrêmement simple. C'est en gros, j'allumais une caméra, je vidais un chargeur DGB, j'éteignais la caméra et j'éditais même pas, je mettais ça directement en ligne. Et ça me permettait, voilà, de montrer mes nouvelles répliques aux copains, ce qui était bien pratique. Il y a aussi le fait que quand moi je me suis intéressé à l'airsoft, donc au tout début des années 2000, comme on en parlait tout à l'heure, donc YouTube n'existait pas, et d'une façon générale, les vidéos de répliques n'existaient pas tellement non plus, quoi. Et disons que ça peut sembler bizarre à une époque où YouTube est à ce point répandu, les vidéos sur Internet d'une façon générale sont à ce point répandues,
Mais entre le moment où j'ai découvert ce qu'était un AEG et le moment où j'ai constaté de mes yeux ce qu'était un AEG, il s'est littéralement passé plusieurs années. Et je me rappelle, au tout début, je me demandais sincèrement, mais est-ce que c'est amusant un AEG? Est-ce que le fait que ce soit électrique, ça fait pas un vieux bruit immonde? Est-ce que sur un plan strictement, j'ai envie de dire, sensoriel, j'avais aucune idée de ce que c'était qu'une réplique AEG. Je voyais à quoi ça ressemblait, je comprenais qu'il fallait mettre une batterie dedans, je comprenais le fonctionnement avec le moteur, la gearbox et tout, mais en vrai, je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Et là où je veux en venir, c'est que mes vidéos, et je pense que c'est peut-être pour ça qu'elles ont bien fonctionné au début, mes vidéos, elles ont permis à beaucoup de monde de se rendre compte concrètement qu'est-ce que c'était qu'une réplique Airsoft. Et en particulier, un AEG en vidéo, c'est pas forcément très amusant. Par contre, une réplique de pistolet de type GBB avec une culasse mobile et tout, c'est beaucoup plus sexy dans une vidéo. Et je crois qu'à bien des égards, c'est ça qui a donné à beaucoup de monde de se dire « Ah, mais en fait, une réplique de Beretta avec la culasse qui bouge à chaque tir et tout, c'est vachement cool et ça donne vachement envie en fait. » Et donc voilà. À la base, clairement, donc c'était pour montrer aux potes mes nouvelles répliques, pour montrer aux gens d'une façon générale à quoi ça ressemblait une réplique Airsoft. Et puis quand j'ai constaté que ça plaisait à beaucoup de monde, ça m'a donné envie de continuer. Au fur et à mesure, j'ai essayé un peu d'améliorer la formule et nous voilà aujourd'hui, quoi, tout simplement. Tu as fait une pause de 3-4 ans à peu près. Est-ce que tu avais coupé tout lien avec l'Airsoft sur cette période ou est-ce que tu avais gardé un tout petit bout d'Airsoft avec toi? Alors ça dépend de ce qu'on appelle garder un petit bout d'Airsoft, parce que quand j'ai arrêté à cette époque-là, on était à la fin de l'année 2017. Je veux pas dire de bêtises, mais je devais posséder peut-être 150 répliques, un truc comme ça. Et entre le moment où j'ai arrêté et le moment où j'ai repris, j'ai vendu le 3/4 de mes répliques. Après, bon, il me restait quand même des répliques. Il y en a certaines que je n'avais pas spécialement envie de vendre, ne serait-ce que pour le jour où j'aurais à nouveau envie de faire de l'airsoft. Et ça ne me paraissait pas impossible que ça puisse se produire. Après, durant cette pause, j'ai quand même très peu joué. J'ai un petit peu joué, mais très peu joué. Mais on en revient un petit peu à ce que je disais également, c'est que faire des parties d'airsoft c'est une chose, mais l'essentiel de la façon que j'ai moi d'apprécier mes répliques, c'est avant tout de les manipuler à la maison. Et ça, j'ai jamais vraiment arrêté, quoi. J'ai toujours eu des répliques à la maison, j'ai toujours eu des moments de la journée où je me retrouve avec une réplique dans les mains, un peu comme on peut avoir une boule anti-stress ou des choses comme ça, quoi. C'est un petit peu ce rapport-là que j'ai avec mes répliques. Donc voilà, tout simplement pour répondre à la question, non, j'ai jamais, même pendant cette pause, l'airsoft n'a pas été totalement absent de ma vie non plus, quoi. Quand tu es revenu, tu avais ajouté beaucoup de nouvelles choses à ton contenu. Est-ce que c'était quelque chose d'important pour toi et est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières? En fait, j'avais tout simplement envie de mettre mon truc un petit peu à jour, et il y a aussi le fait, ça peut sembler un peu trivial, mais avant 2017, j'avais une routine qui était très bien installée et à aucun moment dans cette routine je me suis vraiment posé la question de savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer la formule, quoi. Parce que la formule fonctionnait bien, moi j'avais du plaisir à faire mes vidéos, visiblement mes abonnés aimaient bien mes vidéos, donc je me posais pas la question de savoir qu'est-ce que je pouvais améliorer. Entre le moment où j'ai arrêté et le moment où j'ai repris, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie personnelle, et ce qui fait que ce que je faisais auparavant, je ne pouvais littéralement plus le faire, tout simplement parce que les endroits où je tournais mes vidéos, je ne pouvais plus y accéder facilement. Donc d'une façon ou d'une autre, j'avais besoin de changer quelque chose. Et dans ma tête, je me disais, quitte à changer quelque chose, autant essayer d'améliorer les choses. Donc j'ai acheté beaucoup de matos. J'ai acheté une caméra, j'ai acheté des objectifs, j'ai acheté de l'éclairage. Ça s'est pas fait tout de suite, mais j'ai acheté ces panneaux Ikea qui m'ont permis de mettre mes répliques au mur, qui me servent de décor à l'heure actuelle. Donc est-ce que c'était important pour moi? Oui, c'était important pour moi parce que c'était l'occasion, après autant de pauses, j'avais envie d'upgrader un petit peu la formule, on va dire. Après, c'était quoi la question? Tu avais rencontré du coup des difficultés Oui, alors j'ai rencontré des difficultés sur le plan technique parce que je ne suis au mieux un amateur éclairé en matière d'utilisation de matériel vidéo, de prise de son et ce genre de choses. Et l'air de rien, avant j'utilisais un caméscope, donc grosso modo un truc qui gérait tout seul dans son coin. Aujourd'hui j'utilise donc un Fujifilm X-T4 qui nécessite que je mette les mains dedans beaucoup plus, en termes de focale, en termes de balance des blancs, en termes de ISO, d'exposition, etc. Donc au début j'ai quand même beaucoup galéré. Tant et si bien que même à l'heure actuelle, en vrai, je continue encore un petit peu à galérer. Et le résultat que j'ai, c'est pas forcément
c'est toujours une histoire de compromis, quoi. J'aimerais bien avoir quelque chose d'autre dans ma tête, et ce qui se passe dans ma tête, bah, c'est moins bien que ce que j'arrive à faire en vrai. Mais bon, en réalité, ça passe quand même pas mal. Il y a aussi toute la gestion du son. Énormément de gens me conseillent d'utiliser un micro-cravate. Le problème avec les micro-cravates, c'est que dès que tu commences à bouger un petit peu et que tu commences à manipuler une réplique ou quelque chose, notamment si tu épaules une réplique et que tu as ton micro-cravate ici, bah, tout de suite tu as des problèmes de son et tout. Et c'est pour ça que moi, les micro-cravates, j'ai un tout petit peu essayé, mais je trouvais ça casse-pied à gérer. Même si en vrai, comme on est dans une pièce qui résonne pas mal, si j'utilise un micro-cravate, je n'aurais pas ce problème de résonance et tout. Enfin voilà, tout ça pour dire que les vidéos YouTube, enfin la vidéo d'une façon générale, c'est extrêmement chronophage, c'est extrêmement de contraintes techniques. Et je dirais pas que ça m'intéresse pas, mais tout ne m'intéresse pas dans cet aspect-là, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est tourner les vidéos, c'est monter les vidéos. Je trouve que le montage est quand même une partie assez rigolote également. Mais tout ce qui est vraiment contrainte technique, ces moments qui nous arrivent à tous, où genre tu pars pour faire ta vidéo et tu te rends compte que ton microphone est déchargé, donc en fait tu vas pas pouvoir tourner parce que tu peux pas prendre de son, ce genre de choses. Tout cet aspect-là, il est un peu relou, quoi. Et voilà, c'est un peu ça les difficultés, on va dire. Il a fallu que j'apprenne à me servir de mon matériel. Et encore à l'heure actuelle, je pense pas que je sache m'en servir très très bien, mais toute cette partie d'apprentissage, elle a été un peu casse-pied. Tu as une série de vidéos que tu aimerais développer. Tu nous l'as présenté dans un premier épisode, il s'agit de Gun and Fiction. On en déduit donc que tu aimes les films, mais également les séries. Alors quels sont pour toi les meilleurs films et séries? Alors oui, effectivement, j'aime bien le ciné, j'aime bien les séries télé d'une façon générale. Quelque chose qui n'est pas forcément évident, parce que j'en parle jamais, moi j'adore l'heroic fantasy beaucoup, c'est un peu pour ça que j'ai les cheveux longs d'ailleurs aussi, parce que je suis très fan de cette esthétique, chevalier, cheveux longs, machin truc. Donc parmi mes films préférés, énormément de clichés hein, évidemment, Le Seigneur des Anneaux, je suis très très fan du Seigneur des Anneaux bien sûr. J'adore Conan le Barbare, avec Schwarzenegger, le premier film des années 80. Quoi d'autre bon, je vais peut-être pas continuer par là parce que c'est un peu hors sujet par rapport à l'Airsoft. Mais alors j'aime beaucoup les films d'action, et notamment ceux des années 80, ceux des années 90, encore une fois, avec Schwarzy, avec tout ça. J'aime beaucoup les Rambo par exemple, avec Stallone. J'aime beaucoup les Terminator. J'aime beaucoup, quoi d'autre, Hit avec Robert De Niro, Al Pacino, qui est un film vraiment vraiment culte, quoi. Pour moi c'est vraiment un film assez incroyable. J'aime beaucoup Scarface, en tout cas le remake là encore des années 80 avec Al Pacino. J'ai pas vu l'original pour être honnête, mais pareil c'est un très très grand film également. J'aime bien Black Hawk Down, la chute du Faucon Noir en français, je crois que c'est comme ça, qui est un film, je sais pas si objectivement c'est un bon film, parce qu'en vrai si tu regardes le film, c'est une fois que la baston commence, la baston continue jusqu'à la fin du film, et je pense que les gens qui aiment pas trop les scènes d'action, bah, ils vont vite s'ennuyer quelque part, mais je sais pas, ils ont quand même réussi à faire en sorte qu'il y ait une histoire qui soit racontée en dépit du fait que c'est quasiment que des scènes d'action. Et rien que pour ça, je trouve que c'est assez bien foutu. De quoi d'autre est-ce que je pourrais parler? J'aime beaucoup la science-fiction d'une façon générale. J'aime beaucoup les Star Wars, en particulier donc ceux de mon enfance, c'est-à-dire l'épisode 4, 5, 6. J'aime bien, j'ai envie de dire, ceux de mon adolescence, c'est-à-dire le 1, le 2 et le 3, qui à leur époque avaient beaucoup été décriés, mais avec du recul, moi je trouve qu'ils sont quand même bien, en vrai. Pas parfaits, mais bien néanmoins. J'aime bien, quoi d'autre, Starship Troopers, qui est un film pareil à sa sortie. Les gens n'avaient pas trop compris qu'est-ce que c'était que ce film, et en gros c'est une énorme parodie, enfin pas parodie, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais c'est une espèce de critique du fascisme et tout ça. C'est fait d'une façon qui est très subtile, et c'est peut-être pour ça que ça n'avait pas été très bien compris à sa sortie. Et je trouve que c'est très très bien fichu. C'est un peu comme Robocop d'ailleurs, c'est pareil, ou Robocop c'est un peu subtil, mais pareil, il y a bien des égards, c'est une grosse parodie, c'est une grosse critique du système également. C'est très très chouette. Quoi d'autre j'ai envie de parler de Game of Thrones, pour repartir dans la Rock Fantasy, qui est pareil, quelque chose que j'ai vraiment vraiment adoré, même si comme tout le monde, bon la deuxième moitié, je l'ai trouvé beaucoup moins bien que la première moitié, et la dernière saison en particulier, bon c'était ni fait ni à faire, quoi. D'autant plus que Game of Thrones, je crois que c'est le seul exemple dans l'histoire de la fiction où, comment dire,
à la base, c'était un livre qui a été adapté en série, sauf que les gens qui ne lisaient que le livre, ils ont en quelque sorte été spoilés par la série, dans le sens où il y a des événements qui ne se sont pas encore produits dans les livres, qui manifestement vont quand même se produire comme ça dans les livres, et en même temps il y aura certainement suffisamment de différence entre ce qui s'est passé dans la série et ce qui se passe dans le livre, pour que ce soit pas non plus tout à fait la même chose, et ça je crois que ça s'est jamais produit dans l'histoire des adaptations au cinéma ou à la télé. Et limite, moi j'en suis presque à un point où je suis vert de m'être fait spoiler certains éléments de l'histoire par la série. Même si bon, c'est... on pourrait en parler pendant des heures de ça aussi. Quoi d'autre? J'aime bien les aliens, en particulier le deuxième épisode avec Sigourney Weaver, mais elle est dans tous les aliens, donc ça va pas vous avancer, mais c'est celui qui a été tourné par James Cameron. Donc la composante action est un peu plus développée que dans certains des autres films, mais ça marche tellement bien qu'il est vraiment très très chouette ce film. Quoi d'autre? Je n'ai pas trop parlé de films de guerre, donc il faut sauver le soldat Ryan, bien sûr, qui est un incontournable. Full Metal Jacket, Apocalypse Now, Platoon. J'ai parlé de La Chute du Faucon Noir un petit peu tout à l'heure déjà. Voilà, tout ça pour dire que oui, des séries, des films, il y en a beaucoup qui me plaisent. Et pour parler donc effectivement de Guns of Fiction, donc j'ai fait qu'un seul épisode jusqu'à présent sur Squid Game. Squid Game qui est relativement peu important dans mon imaginaire, quoi. Au moment où il est sorti, il y avait une grosse hype. Et si j'ai décidé de faire un épisode là-dessus, c'est parce que c'était relativement facile à traiter en fait. Et je me suis dit que pour un premier épisode, quand on commence à faire quelque chose en matière de vidéo, on sait toujours que le premier épisode de quoi que ce soit qu'on fait, on sait toujours qu'on va finir par ne pas l'aimer. Et je me disais que, si j'attaquais directement par un truc qui était cool pour moi, je savais pertinemment que après avoir tourné quelques épisodes, je me dirais ah ouais, mais avec l'expérience que j'ai accumulée, j'aurais pas fait ça comme ça aurait été mieux si j'avais fait comme ci ou comme ça. Et donc je me disais voilà, en commençant par un truc qui est pas trop important pour moi, bah j'aurais pas trop de regrets. Et donc j'ai fait qu'un seul épisode pour le moment. J'espère vraiment que j'arriverai à me motiver suffisamment pour faire d'autres épisodes. Je pense vraiment qu'il y aura au minimum un deuxième épisode, tout simplement parce que le script est déjà fait. J'ai mis longtemps à l'écrire, mais il est fait, il est dans un fichier Word sur mon ordinateur, sur mon bureau, et il ne reste plus que à le tourner. Et ça, faut trouver du temps libre, et le temps libre, c'est une ressource très très rare à l'heure actuelle, malheureusement. Et d'où te vient l'idée de Gun of Fiction? D'où me vient l'idée? C'est... alors tous les gens qui aiment les armes à feu sur internet, je suppose, connaissent déjà l'existence de IMFDB. Je crois que c'est ça l'acronyme. C'est qu'est-ce que ça veut dire IMFDB? Je ne sais plus exactement. Internet Movies Firearms Database. Je sais plus ce que ça veut dire, mais en gros c'est un espèce de Wikipédia qui recense plus ou moins tous les films, toutes les séries. Même les jeux vidéo, les animés, les trucs comme ça, enfin toutes les œuvres de fiction dans lesquelles apparaissent des armes à feu. Et l'idée c'est que par exemple si vous allez sur l'article consacré à Il faut sauver le soldat Ryan, vous avez la liste de toutes les armes à feu qui apparaissent dans Il faut sauver le soldat Ryan. Moi, mon idée principale à la base c'était en gros de faire une version vidéo de ce site-là. Et donc l'idée c'est de prendre une œuvre de fiction, donc film, série télé, jeux vidéo, pourquoi pas même manga ou quoi que ce soit, et de faire la liste des armes qui apparaissent dans cette œuvre-là, en gardant en tête éventuellement que ça peut servir de prétexte à parler de certains détails vis-à-vis de l'œuvre en elle-même. Donc j'ai pas envie de trop en dire parce que ça pourrait spoiler le fameux second épisode que j'ai déjà écrit. Mais voilà, l'idée ce serait une œuvre de fiction, la liste des armes à feu et éventuellement une liste d'anecdotes vis-à-vis de ces armes à feu ou de cette œuvre de fiction en particulier, quoi. Et je pense que ça se ressent un petit peu dans les vidéos que je tourne depuis, les vidéos de déballage notamment, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure. J'aime beaucoup parler de la véritable arme à feu avant de parler de la réplique en elle-même. Et Guns of Fiction, ce serait peut-être aussi une façon de pouvoir parler un peu plus des véritables armes à feu sur ma chaîne YouTube. Ce qui est quelque chose qui à terme que j'aimerais bien faire, quoi. Pour l'historique des armes que tu fais dans tes vidéos, où vas-tu chercher les informations? Beaucoup sur l'internet anglophone, d'une façon générale. Les sources francophones malheureusement n'existent pas beaucoup, donc clairement il vaut mieux savoir parler anglais. Il y a un peu de littérature qui existe aussi, là encore anglophone,
Je vais pas réussir à sortir des exemples là de tête, mais pareil, des livres, j'en ai 2-3 là derrière moi qui parlent de ça. Mais ouais, clairement, si on aime bien les armes à feu, je pense que savoir parler anglais, c'est quand même pas forcément indispensable, mais c'est quand même bien pratique. Même si aujourd'hui, on est aussi à une époque où il y a beaucoup de choses qui existent. Tous les gens qui aiment les armes à feu, ils connaissent la chaîne Forgotten Weapon, par exemple, sur Internet qui existe, qui est vraiment excellente. Il y a même par exemple des groupes Facebook, peut-être que ceux qui connaissent la cellule Mir, c'est un groupe Facebook un peu connu sur Facebook qui est francophone là pour le coup. Pareil pour tous les amoureux des armes à feu, c'est une grosse source d'information. Une question improvisée, chez beaucoup d'airsofters, les jeux vidéo sont très présents. Est-ce le cas chez toi et quels sont-ils? Alors, les jeux vidéo ont été très importants dans ma vie, mais à bien des égards, je pense que je suis avant tout un rétro gamer. Moi, comment dirais-je, j'ai un grand frère qui est plus vieux que moi, donc je suis un enfant des années 90, hein, je suis né à la fin des années 80, et l'essentiel des jeux vidéo qui m'ont marqué, ils sont vraiment sortis entre, disons, entre 1990 et 2005, quoi. Depuis, les jeux vidéo qui m'ont marqué, il y en a vraiment beaucoup moins. Mais du coup, ouais, des jeux vidéo qui m'ont beaucoup marqué, il y en a énormément. Il y a Metal Gear Solid, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, ils m'ont tous marqué, tous chacun de leur façon. Il y a Counter-Strike, évidemment, qui est une énorme partie de mon adolescence. J'y ai vraiment beaucoup joué. Half-Life, du coup, évidemment, également. Tu vois, Call of Duty, genre le premier Modern Warfare, j'étais déjà entre guillemets vieux à cette époque-là, donc j'y ai joué aussi, mais beaucoup moins qu'à Counter-Strike, beaucoup moins qu'à genre Quake 3 ou Unreal Tournament, ou ces jeux qui ne parleront qu'aux plus de 30 ans, je suppose. Quoi d'autre, donc je parlais d'Heroic Fantasy précédemment, il y a énormément de jeux de rôle qui m'ont marqué, Baldur's Gate 1 et 2, le 3 aussi d'ailleurs, qui vient tout juste de sortir et qui pour le coup est un des très rares jeux récents qui me plaît beaucoup. J'ai énormément joué à Diablo, Diablo 1 et 2 en particulier, Diablo 3 également. Quoi d'autre, Skyrim. Pareil, dans ma tête c'est un jeu récent, même s'il doit avoir plus de 10 ans. Mais c'est un de ces rares jeux récents qui m'a beaucoup marqué. Avant ça, j'avais joué à Morrowind, j'avais même joué à Daggerfall à l'époque. J'ai joué à Final Fantasy, à Zelda, donc tous les Zelda, hein, plus ou moins. Donc le premier sur NES, le second sur NES, A Link to the Past sur Super Nintendo, Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, Twilight Princess, etc. Quoi d'autre, j'ai beaucoup joué Civilization 2 notamment, j'ai vraiment beaucoup joué à lui. Les RTS, Age of Empires, Starcraft 2, Warcraft, etc. J'ai eu ma période MMORPG également, j'ai beaucoup joué à Dark Age of Camelot, à World of Warcraft. Je sais pas pourquoi je vais à toute vitesse comme ça, mais j'ai l'impression de ne pas avoir le temps de parler de tout, mais j'ai joué à des jeux de baston aussi, à Mortal Kombat, à Street Fighter, à Soul Calibur, à Tekken. Voilà, j'en oublie certainement énormément, mais beaucoup de jeux des années 2000, beaucoup de jeux des années 90, d'une façon générale. Ah donc du coup, t'es plus joueur console que PC? Oh, peut-être pas, non. Intuitivement, j'aurais plutôt tendance à dire que je suis un joueur PC, au contraire. Le fait est que quand j'étais gamin, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de consoles. J'ai eu, t'en vois quelques-unes qui sont là d'ailleurs, au-dessus. Mais chez moi, donc encore une fois, j'ai eu un grand frère, donc j'ai beaucoup joué à des trucs pour lesquels je suis peut-être un peu jeune à la base, mais comme lui, il était joueur aussi, je jouais la même chose que mon grand frère. Donc j'ai connu la NES, la Super NES, la Mega Drive, la PlayStation, j'ai même eu la Saturn, la Dreamcast, la PlayStation 2. Et puis je crois que je m'étais arrêté là. J'ai pas acheté de console depuis. J'ai pas de PlayStation 3, j'ai pas de PlayStation 4, de PlayStation 5, j'ai eu aucune Xbox. J'ai pas eu la Wii, j'ai pas eu donc toutes les consoles qui ont suivi. C'est presque un truc qui me manque parce que j'ai pas joué au dernier Zelda du coup. Notamment le fameux Breath of the Wild où tout le monde m'en parle, tout le monde dit que c'est cool, donc il faudrait que j'essaye d'y jouer un de ces jours. C'est un truc qui me frustre un peu de jamais avoir y joué. Et en même temps, j'ai pas envie d'acheter la console juste pour ça. C'est un peu casse-pied. Mais bon. Mais voilà, toujours est-ce que pour répondre à la question, dans ma tête, je suis plus un joueur PC qu'un joueur console pour le coup. Surtout aujourd'hui
où les jeux vidéo, clairement, j'y joue pas énormément, mais quand j'y joue, c'est sur mon PC, quoi. Que ce soit pour jouer comment dirais-je, aux vrais jeux vidéo via Steam ou GOG ou des trucs comme ça, que par des émulateurs, ou parfois je vais jouer à des jeux de mon enfance directement sur mon PC via un émulateur, quoi. On imagine que d'avoir des sponsors pour ces vidéos, c'est chouette, mais au mois de mai 2023, tu as décidé d'arrêter les sponsors. Peux-tu nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Alors oui, bien sûr. Alors par où commencer? Je dirais qu'il y a un peu un avant et un après dans ma tête au niveau des sponsors. Je me rappelle au tout début, quand j'ai commencé à avoir des sponsors, mon premier vrai sponsor, c'était ICS. C'est eux qui les premiers m'ont envoyé une réplique donc, qui coûtait à l'époque plusieurs centaines de dollars. Et je me rappelle, dans ma tête à ce moment-là, j'avais l'impression qu'ils étaient super sympas avec moi. Genre, dans ma tête, c'était un peu le pauvre passionné d'airsoft qui essaye de faire des trucs sur YouTube. On va généreusement lui faire l'aumône d'une réplique pour qu'on puisse, pour l'aider un petit peu à faire du contenu et tout. Et entre-temps, je me suis bien rendu compte quand même que c'est pas du tout ça le délire, quoi. Il faut bien comprendre que lorsqu'une marque envoie une réplique, en vrai, ça leur coûte pas grand-chose. Et les bénéfices que eux, ils ont en matière de visibilité, ils sont quand même considérables. Alors, je sais que c'est devenu un peu une blague sur Internet, ce côté, ouais, vas-y, vends-moi, enfin, donne-moi un truc à 5000 € et je vais te payer en visibilité, tu sais, c'est un peu le cliché. Mais il faut quand même reconnaître que la visibilité, c'est un truc qui peut se monnayer. Et quand une grosse entreprise paye TF1 pour passer 10 secondes dans une page de pub, c'est énormément d'argent. Et c'est pas pour rien que les marques pour autant dépensent cet argent. Même à notre niveau, quand tu voulais faire la promotion de quelque chose dans un magazine d'airsoft, dans une page, par exemple, c'était quand même un certain budget. Même à notre niveau, si tu veux faire de la publicité sur Facebook, par exemple, si tu veux toucher même 500 personnes, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais rien que toucher 500 personnes sur Facebook, c'est déjà un sacré budget. Donc tout ça pour dire que une marque d'airsoft qui t'envoie une réplique qui à eux ne leur coûte finalement pas grand chose, il faut bien comprendre qu'une réplique qui est vendue en magasin 500 €, quand elle sort de l'usine d'assemblage, elle coûte peut-être 150 €, 200 €, un truc comme ça, grand maximum. Donc en vrai, les retours qu'ont les marques vis-à-vis d'une apparition dans une vidéo sur YouTube, ils sont quand même très très positifs. Bref, là où je veux en venir, c'est que j'ai eu la chance d'avoir quand même beaucoup de sponsors qui m'ont fourni beaucoup de matériel, qui m'ont permis de faire du contenu et ça a été très très chouette. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, ma ressource la plus rare, c'est le temps libre. Et le fait est que j'ai été surpris de voir que lorsque j'ai repris YouTube, les sponsors étaient toujours là. Je pensais franchement que comme je faisais beaucoup moins de vues qu'avant, j'aurais beaucoup moins de propositions commerciales qu'avant. Le fait est que non, les sponsors ils sont quand même venus toquer à ma porte assez rapidement. Tant et si bien que j'ai plus ou moins la possibilité de ne faire que de la vidéo sponsorisée si j'en avais vraiment voulu, si c'était vraiment ça ma volonté. Et entre le moment où j'ai repris les vidéos et aujourd'hui, il s'est passé peut-être 2 ans et demi, 3 ans, un truc comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas forcément pour ça que je suis revenu sur YouTube, en fait. Le contenu Airsoft, j'avais un peu envie d'en recommencer, mais si j'avais envie de revenir sur YouTube, c'était notamment pour essayer de nouvelles choses, et notamment Guns of Fiction, comme on en parlait. Et en fait, à un moment donné, il s'est simplement posé la question de savoir, soit je décide de faire du contenu sponsorisé et j'ai pas tellement le temps de faire autre chose, soit j'arrête de faire du contenu sponsorisé et dans ce cas, il faut bien à un moment donné que je prenne la décision de dire merci, ça me fait très plaisir que vous me proposiez de m'envoyer une réplique qui coûte tant d'euros, mais en fait non. Et étonnamment, ça continue à arriver, même en dépit du fait que là ces derniers mois j'ai posté littéralement qu'une seule vidéo, je continue à régulièrement recevoir des propositions. Et c'est un peu difficile, hein, je vais pas raconter de bêtises, quand on te propose une réplique qui coûte des centaines d'euros et qui par-dessus le marché t'intéresse un petit peu, t'as très envie de dire oui, mais il y a un moment donné où si j'ai envie d'avoir le temps de faire autre chose, il faut juste que je prenne la décision de faire autre chose, quoi. Et là encore, donc je dis pas ça pour cracher dans la soupe, sincèrement depuis que j'ai repris les vidéos, on m'a proposé beaucoup de répliques sponsorisées qui sincèrement m'intéressaient à la base. Mais à une époque, donc ça je parle plutôt en 2017 et tout ça, il y a des répliques qu'on me proposait et dans ma tête c'était vraiment, mais est-ce que j'ai encore envie de montrer cette 50e déclinaison de M4 AEG qui n'a absolument aucune originalité par rapport à une autre, et toi t'as le petit diable et le petit ange qui seront là et qui te disent
Il y en a un qui te dit non, ne propose pas cette M4 qui ne t'intéresse pas du tout, parce que ça ne t'intéresse pas et tu devrais rester intègre envers toi-même. Et t'as le petit diable qui est là, ouais, mais elle coûte quand même 500 balles, bordel. Et bon, ben. Et 500 balles, alors, 500 balles, une réplique qui coûte 500 balles, même si tu décides de la revendre, tu sais très bien que tu vas pas la revendre 500 balles, mais tu vas peut-être réussir à la revendre, mettons 250, 300 balles. Et bah, ça fait plaisir, quoi. Quand à la base, tu fais quelque chose qui n'est qu'un loisir et que tu arrives à le monétiser un petit peu, bah, des fois c'est difficile de prendre la décision de ne pas le faire, quoi. Juste pour faire ce dont tu as réellement envie. Et parfois, ouais, c'est de l'abnégation, quoi. C'est compliqué des fois de prendre la décision de finalement ne pas monétiser ton contenu juste parce que tu as envie de faire quelque chose de moins lucratif, tout simplement. Dans tes vidéos, tu as percé beaucoup de monde avec des rechargements tactiques incroyables. Est-ce que tu les inventais ou est-ce que tu les récupérais de vraies techniques? Combien de temps te fallait-il pour les apprendre? Et est-ce que tu t'en servais en partie? Alors je tilte sur le mot incroyable, bon je pense pas que c'était incroyable à bien des égards. Est-ce que j'ai inventé? Non. Il y a peut-être des trucs que j'ai vaguement adaptés à ma sauce, et peut-être aussi qu'à l'époque où moi j'en ai parlé, donc c'était il y a quand même longtemps, je dirais que c'était à la fin des années 2000 ou au début des années 2010 peut-être. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est très has-been maintenant, mais c'était l'époque des vidéos de chez Magpul Dynamic, avec notamment The Art of the Dynamic Handgun et The Dynamic Carbine, je crois. Et ces notions-là, moi c'est beaucoup grâce à ces vidéos-là notamment que je les ai apprises. Donc les notions de rechargement rapide, donc l'idée de laisser tomber un chargeur par terre et de remettre un chargeur plein aussi rapidement que possible. La notion de rechargement tactique, donc là plutôt que de laisser tomber le chargeur par terre, tu switches avec un chargeur plein et tu remets le chargeur à moitié vide dans ton plat de carrière. Des notions du genre... c'est une expression que j'utilise tout le temps encore aujourd'hui dans mes vidéos, l'idée de power stroker. Donc power stroker, c'est quand tu as ton GBB avec ta culasse restée bloquée en arrière, ça désigne le fait de tirer sur la culasse plutôt que d'appuyer sur l'arrêteur de culasse pour relâcher la culasse en avant. Donc toutes ces notions-là, c'est beaucoup des notions que j'ai apprises dans les vidéos de Magpul Dynamics avec Chris Costa et Travis Allais en leur temps. Donc, c'est de là que moi je les ai apprises. Est-ce que ça m'a pris du temps pour les apprendre et tout ça? J'ai l'impression que non. Mais le fait est que comme je manipule énormément mes répliques à la maison, c'est vraiment pas quelque chose où je me suis forcé, on va dire. C'est littéralement des fois chez moi où simplement je vais avoir une réplique dans les mains et presque machinalement je vais m'entraîner à faire ça et ça va pas nécessiter beaucoup d'efforts. Moi dans ma tête, sur telle époque je me rappelais, je sais pas si ça va t'évoquer quelque chose, dans le jeu vidéo Soul Calibur, t'as un personnage qui s'appelle Edgemaster. Et Edgemaster c'est quoi? C'est juste une façon en gros d'avoir un personnage random. C'est-à-dire qu'à chaque début de round, il va se battre de façon aléatoire avec l'une des techniques de combat de n'importe quel autre personnage du jeu. Et moi, dans ma tête, avec les répliques, c'est un petit peu le même délire. C'est-à-dire que peu importe la réplique, j'ai envie de savoir la manipuler, de savoir la recharger, de savoir faire de rechargement tactique et tout. Et quelque part, je trouve presque que moins la réplique est ergonomique et plus c'est amusant. Par exemple, j'aime bien les M4, comme tout le monde, mais les M4, c'est entre guillemets tellement ergonomique que c'est presque pas drôle. Faire un rechargement rapide avec une M4, c'est très facile. Tu es là, tu appuies sur le bouton avec ton index, tu mets un autre chargeur, voilà, c'est fini. Alors que faire un rechargement rapide avec, mettons une AK, comme tu n'as pas un bouton qui va permettre au chargeur de tomber par gravité directement, il y a des notions supplémentaires à intégrer dans le truc qui font que c'est un petit peu plus rigolo, je trouve. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Donc voilà pour la partie entraînement, on va dire. C'était quoi la dernière Est-ce que je m'en sers en partie? Oui, je m'en sers en partie carrément. Ne serait-ce parce que les rechargements rapides, donc qui consistent à laisser le chargeur tomber par terre directement, bon ça c'est très cinématographique, j'ai envie de dire, mais personne ne fait ça au cours d'une partie parce que les chargeurs, on n'a pas envie de les perdre et on n'a pas envie de les endommager parce que ça coûte des sous, surtout les chargeurs de GBBR. Du coup, c'est quoi le truc suivant qui est le plus tactical? Ça va être le rechargement tactique, et ça je pense qu'on le fait tous plus ou moins à notre échelle, quoi. Les rechargements tactiques, je les fais beaucoup, au point que quand je joue, j'ai généralement une dump pouch sur moi, donc une poche généralement à la ceinture, qui normalement a pour destination de recevoir les chargeurs vides, mais comme je fais quasiment que des rechargements tactiques, mais au final elle est presque quasiment tout le temps vide, cette poche au final. Qu'aimerais-tu voir pour le futur de l'airsoft et de la communauté francophone? Qu'est-ce que je voudrais voir pour le futur?
Je sais pas trop, c'est effectivement une question où ma réponse ne va pas changer la face du monde, effectivement. J'espère sincèrement que l'aspect commercial, on va dire, de l'airsoft ne va pas prendre le pas sur l'aspect associatif. Parce que, alors je ne crache pas sur les entreprises d'airsoft, ne serait-ce parce qu'il y en a que j'aime beaucoup. On peut parler de Hama France, hein, qui est encore à l'heure actuelle de loin comment dirais-je, mon entreprise d'organisation d'événements liés à l'airsoft préférée. Mais c'est parce que c'est une bonne entreprise quelque part. Et je ne suis pas certain que toutes les entreprises soient forcément aussi passionnées et aussi bienveillantes que celle-ci. Là où j'en ai en fait, c'est que des fois, les parties d'airsoft les plus intéressantes, c'est pas forcément les parties d'airsoft qui sont les plus accessibles et qui par conséquent sont les plus rentables pour les entreprises. Et c'est pour ça que j'espère qu'il y aura toujours des passionnés qui seront prêts à donner de leur temps pour organiser des parties. J'espère qu'il y aura toujours des joueurs passionnés qui, eux, accepteront des contraintes, parfois pour les parties qui parfois sont pas très amusantes, mais qui permettent à tout le monde de passer des bons moments également. Et voilà, c'est le pire que je puisse souhaiter pour l'avenir de notre activité, quoi. De la même façon, j'espère que l'airsoft ne deviendra jamais illégal, hein, qu'on se le dise, c'est toujours une espèce d'épée de Damoclès qui nous pend sous le nez un petit peu, donc voilà, pareil, j'espère que ça restera légal. Moi j'ai la chance aujourd'hui d'avoir 35 ans et d'en avoir profité pendant combien de temps que ça fait que je fais de l'airsoft aujourd'hui? Ça fait 17 ans que je suis impliqué dans l'airsoft. Donc même si je devais arrêter demain, j'aurais déjà eu le temps un peu d'en profiter, mais je pense un petit peu à la nouvelle génération. J'espère que eux, ils auront également l'occasion de vivre des bons moments comme moi j'ai pu en vivre, quoi. Quelle est ta définition de l'airsoft? Ma définition de l'airsoft, alors on a évidemment énormément de façons de voir différentes. Pour moi, je dirais que le dénominateur commun, c'est une activité qui implique que au moins deux équipes, à un moment ou à un autre, se tirent dessus avec des répliques d'armes à feu qui tirent des billes en plastique. Je crois que c'est ça vraiment vraiment la base de l'airsoft. Donc après, ça peut être du speedsoft, où là, vraiment, tout va être pensé pour la performance. Ça va beaucoup ressembler au paintball dans la façon de jouer. Ça peut aller à l'OP extrêmement réaliste de 3 jours, ou même quand tu es techniquement dans ton sac de couchage en train de dormir, tu vas toujours techniquement être en train de jouer, puisque les gens pourront venir t'attaquer à ce moment-là. Ça peut même être la partie de jeu de rôle grandeur nature, où là la réplique limite ne va être qu'un accessoire. Tu vas peut-être passer un week-end en ne tirant que 10 billes, voire même pas de billes du tout. Alors est-ce que c'est encore de l'airsoft quand tu te sers pas du tout de ta réplique? Ça se discute, mais ça peut être ça aussi. Et en vrai, je pense que des fois, c'est presque ça le problème dans l'airsoft, c'est que on a tous des attentes différentes vis-à-vis de l'airsoft. Et ça peut paraître un peu con à dire, mais moi j'ai mis longtemps à comprendre que ce qui m'intéressait moi dans l'airsoft, c'était pas forcément ce qui intéressait tout le monde. Je l'ai beaucoup dit, je crois, au cours de l'interview. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est avant tout le fait d'avoir une réplique d'arme à feu réaliste dans les mains. Et limite, à bien des égards, la partie d'airsoft, pour moi, c'est avant tout un prétexte pour me servir de cette réplique. Mais il y a des gens, ce qui va le plus leur plaire, ça va être de faire des frags. Et pourquoi pas, hein, c'est pas du tout une mauvaise façon de voir les choses. Il y a des gens, ce qui va le plus leur plaire, ça va être la pause barbecue à midi et manger des saucisses et boire des bières. Et pourquoi pas, là encore une fois, c'est un excellent prétexte pour aller dehors dans la nature, voir les copains et manger des saucisses. C'est pas une mauvaise façon de pratiquer. Il y a des gens, ils vont aimer le roleplay, des gens, ils vont aimer le scénario, des gens, ils vont aimer... je sais, il y a des gens, ils surkiffent dans les OP assez compliqués, avec des notions de squad, des notions de bataillon, et les mecs, ce qu'ils vont faire de tout le week-end, c'est juste rester dans leur QG avec une carte, des talkie-walkie, et simplement déplacer des pions sur une carte. Bah pourquoi pas, quoi. Alors moi, c'est pas du tout mon truc, sincèrement, mais qu'il y ait des gens qui puissent apprécier ça, je pense que c'est une bonne chose également. Et bref, là où je veux en dire, c'est que je pense que certains des problèmes de l'airsoft, c'est quand plusieurs façons de concevoir l'airsoft se confrontent. Et l'exemple typique, c'est les gens qui vont par exemple aimer le speedsoft et les gens qui vont aimer les parties un peu plus détentes, un peu plus réalistes avec des très grands guillemets. Tu fais rencontrer un speedsofter avec un mec qui va aimer faire de la reconstitution, jouer au GBBR avec des charges de 30 coups. Ces jours-là, ils se rencontrent sur le terrain, évidemment, ça va un petit peu
un petit peu clasher, alors que finalement aucun des deux joueurs ne sera vraiment en tort. C'est juste que les attentes ne sont pas les mêmes, et à partir du moment où les attentes ne sont pas les mêmes, les façons d'apprécier ne vont pas être les mêmes non plus, et du coup, en fait, ce qui est important, c'est de savoir où est-ce qu'on va, dans quel assaut on va, quel type d'airsoft est pratiqué sur place, et c'est à chacun de faire l'effort aussi de se renseigner là-dessus, quoi. Moi, il y a des parties où on m'a invité, je suis pas venu. Pourquoi je suis pas venu? Parce que, je sais pas, les notions de sécurité du genre, bon ben, la seule limite c'est la légalité, c'est-à-dire on joue à 2 joules, aucune distance d'engagement, on joue en full et on balance des rafales dans la tête à 2 mètres de distance. Alors je dis ça sans condescendance, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Moi je suis pas là pour faire du mal aux gens, quoi. Et, ces parties-là, je n'y vais pas, quoi, tout simplement. Et je n'y vais pas, du coup, je n'ai pas l'occasion de m'engueuler avec quelqu'un qui m'aura balancé une rafale dans les dents à 3 mètres de distance et tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Il faut pas s'étonner quand on va à une partie où les règles ne nous plaisent pas, que si on y va effectivement et que les joueurs jouent avec des règles qui ne nous plaisent pas, à la fin on s'amuse pas, et c'est à chacun, voilà, de savoir ce qu'il veut aussi, quoi. Quelle est ta définition du fair play? Ma définition du fair play, alors pareil, la base de la base de la base, le fair play, c'est simplement de se déclarer out quand on est touché par une bille. Et je dirais même plus, c'est également se déclarer out même quand on n'est pas certain de s'être fait toucher par une bille, parce que ça nous arrive tous. On fait un contournement de 20 minutes en se disant qu'on va prendre les adversaires à revers, et puis on se prend un gland sur la tête, et on n'est pas absolument certain que c'est un gland qui nous est tombé sur la tête. Et on est là, on se dit, non mais je suis littéralement tout seul, il n'y a personne autour de moi, mais en réalité c'est peut-être un sniper qui est en ghillie-suit et qu'on ne voit pas, et qui a une réplique bien upgradée pour qu'elle soit très silencieuse, et du coup on s'est pas rendu compte qu'on s'est fait tirer dessus. Et à ce moment-là, il faut avoir l'abnégation de se déclarer out, et c'est pas forcément évident, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment la base de la base pour moi, le fair play. Et j'en parlais aussi, moi quand je viens dans une partie d'airsoft, c'est vraiment pour passer un bon moment. Et ce que je n'aime pas, c'est les joueurs qui, pour une raison ou pour une autre, vont se mettre en colère, quoi. Et je vais prendre un autre exemple. Donc les Highlanders, c'est chiant, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais un autre truc qui, moi, me saoule beaucoup, et j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup moins en comparaison, c'est les gens qui accusent tout le temps les gens d'être des Highlanders. Et à chaque fois que moi j'ai des soupçons sur quelqu'un qui ne déclare pas quand il est touché, ça m'arrive genre 5 fois de tomber sur des gens qui disent « Ouais mais lui je l'ai touché, j'en suis certain !» Et en fait tu regardes, tu lui prends sa réplique dans les mains, tu tires, tu te rends compte que sa bille elle tombe à 15 mètres. Alors peut-être que son hop-up s'est déréglé, peut-être que son hop-up n'est pas réglé, peut-être qu'il connaît mal sa réplique, peut-être que, enfin, il y a 500 000 scénarios différents, mais les gens qui ont l'impression de toucher des joueurs et qui en réalité ne touchent pas les joueurs, ça je trouve ça très très fatigant aussi, quoi. Une partie d'airsoft, surtout maintenant que j'ai 35 ans, que j'ai pas beaucoup de temps libre et tout, je considère ça comme un investissement. C'est un investissement de mon temps libre. Quand je décide de faire 1h30 de route, de passer littéralement un jour de repos, enfin mon week-end ou quoi à faire ça, j'ai envie d'avoir des bons souvenirs, j'ai pas envie de m'engueuler avec des gens. Et quand j'arrive dans une confrontation, que je suis un petit peu hypé par la confrontation, que j'ai un petit peu d'adrénaline, que je commence à faire des actions qui me plaisent un petit peu, quand soudainement t'as un type qui, j'ai envie de dire, qui brise le 4e mur, tu vois, qui commence à râler, à sortir de sa cachette, et de fait, comme il commence à engueuler les gens, tous les joueurs autour commencent à arrêter de jouer parce que soudainement il se passe quelque chose et tout, et ça te casse ton délire de ouf, quoi. Et moi je sais que j'ai des journées, vraiment des journées qui ont été gâchées juste par un événement comme ça, quoi, parce que soudainement je n'arrivais plus à me remettre dans l'humeur du truc, et voilà, quoi, la vie est courte, on n'est pas là pour s'engueuler, on est là pour se marrer. Alors si vous faites l'effort de venir à une partie d'airsoft, c'est difficile parfois, je dis pas le contraire, on a tous nos sautes d'humeur et tout, mais essayez juste d'être de bonne humeur, d'être fair play, de féliciter les gens qui vous touchent, et si vous avez des gros doutes sur le fair play de quelqu'un, soyez vraiment certain de vous avant de commencer à vraiment prendre l'initiative d'aller l'engueuler, quoi. Dernière petite question, as-tu un message à faire passer ou quelque chose à rajouter? Alors, le message de la fin. Je dirais simplement ceci. Ça vaut pour l'airsoft et ça vaut un petit peu pour la vie d'une façon générale. C'est pas possible de plaire à tout le monde.
Il y a des gens dans votre vie, alors en airsoft, sur YouTube, peu importe, il y a des gens qui vont vous détester, pour des raisons plus ou moins objectives, et peut-être même pas objectives des fois. Je pense que ça nous est tous arrivé de viscéralement détester des gens et on sait même pas vraiment pourquoi. Et il faut être en paix des fois avec l'idée que des gens vont nous détester viscéralement, il n'y aura pas forcément de raison objective, mais voilà, c'est juste comme ça que sont faits les êtres humains. Donc, c'est impossible de plaire à tout le monde, et quoi que vous fassiez, vous allez forcément décevoir des gens. Ça aussi, c'est un peu triste à dire, mais vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, quoi. C'est un peu ça que j'ai envie de dire. Donc, le plus important, c'est de vous plaire à vous-même, c'est d'être intègre avec vous-même, et si vous pouvez vous lever le matin, être fier de ce que vous faites, et être fier de qui vous êtes, c'est que vous avez déjà compris beaucoup de choses à la vie, je crois. Ok, merci beaucoup. Merci à toi.